Je suis l'éditrice qui a créé la maison d'édition Sama fin décembre 2023. C'est Antoine qui va commencer, je crois, ce soir, c'est ça ? Ouais. C'est Antoine qui va commencer. Antoine, c'est l'auteur donc, de Nipponarium, qui a été le deuxième ouvrage publié par Sama. Sama a publié dans un premier temps Alba Petra de Pierre Bongiovanni. Et ensuite, Sama a publié Nipponarium, qui est un court roman épique un peu, dans un Japon contemporain. Et ensuite, Sama a publié Mauvaise gloire de Marc Roussel. Marc a, dès le premier événement autour d'Alba Petra, est venu, et ça c'est quelque chose qui, en tant qu'éditrice, en tout cas, ça m'a beaucoup touchée. De voir que quelqu'un s'intéressait simplement, avec curiosité et une forme de bienveillance à ce qui se passait du côté de la création d'une jeune maison d'édition. Et il a été fidèle, et il avait ce roman, Mauvaise gloire, depuis un certain temps, qu'il m'a présenté. Et donc ici, il y a Isabelle qui est dans l'Assemblée et qui fait partie du comité de lecteurs et de lectrices bénévoles de Sama. Et autant Nipponarium a fait la surprise, puisque ça a été une décision de Pierre et moi, mais il y avait aussi un certain nombre de lecteurs qui avaient lu Nipponarium depuis un bout de temps, il y a quelques années, et qui trouvaient que c'était un ouvrage à publier. Je me souviens d'avoir dit à Antoine, mais tu devrais le proposer à des maisons d'édition. Et il me disait, oui, mais c'est un court roman, et les maisons d'édition, c'est comme une nouvelle longue, et les maisons d'édition publient que des romans plus longs. Et voilà, et en tout cas, il avait toute sa place dans Sama. Pour ce qui est de Mauvaise gloire, le livre a fait l'unanimité parmi le comité de lecteurs et lectrices. Donc c'est Marc qui en parlera, comme Antoine parlera aussi, entre autres, de Nipponarium et d'autres choses ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire que de publier ? Pourquoi après un certain nombre d'ouvrages pour lequel j'ai assuré la direction éditoriale, voire la rédaction des textes aux côtés des images de Reza, depuis 30 ans, avec différentes maisons d'édition, des grandes, des plus modestes. Pourquoi fin 2023 j'ai décidé de créer ma maison d'édition ? Déjà parce que j'avais envie, dans le paysage actuel de l'édition, d'accompagner certains auteurs et certaines autrices avec une forme d'attention, avec une forme de conviction et les moyens qui sont ceux d'une petite maison d'édition, c'est-à-dire une certaine modestie, mais en tout cas dans la durée. Et j'avais pas envie que des ouvrages comme celui d'Antoine ou celui de Pierre ou celui de Marc ou plus récemment celui de Roxane qui a été publié passent à la trappe, soient mis de côté parce que ils répondent, parce que les maisons d'édition cherchent peut-être d'abord ce qui marche tout de suite dans la courte durée. Alors certes, il y a une économie à une maison d'édition, mais en tout cas, pour moi, c'est un accompagnement et c'est un engagement. C'est déjà un engagement de femmes, d'éditrices, et qui crée une communauté entre les lecteurs, comme Isabelle, et celles et ceux qui sont à ses côtés, comme les libraires. Là, il y a quelque temps, Marc présentait son ouvrage à la librairie de Paris, place de Clichy. Voilà, et on était tous là. Donc on fait communauté entre les libraires, les auteurs et autrices de Sama, et celles et ceux qui donnent de leur temps. Et merci à Isabelle qui est ici. Voilà, Antoine, peut-être que tu vas commencer ? Ouais, je vais commencer. Donc moi, c'est un peu sur le mode d'une conférence. Donc ce ne sera pas une causerie comme ça, libre comme ça de Marc tout à l'heure. Donc voilà, je vais parler de plusieurs choses. Je vais parler donc de Nipponarium. C'est un roman que j'ai écrit il y a pas mal de temps déjà.
un petit roman qui met en scène des jeunes gens qui ne se sentent pas à l'aise dans la société japonaise, qui souffrent des contraintes et des violences de cette société, et il y en a pas mal. Et ces jeunes gens se rencontrent, créent une sorte d'humanité, un peu plus tendre que ceux qui les entourent, ce à quoi ils sont confrontés, et ils vont tenter de se soustraire à cet environnement. Alors je vais également évoquer le thème de l'errance. C'est un thème qui m'a été proposé par Pierre, donc c'est une errance qui est très présente au début du roman et puis pas du tout après. Pour ce faire, je vais invoquer quelques auteurs illustres, quelques chansons aussi, il y aura des intermèdes musicaux. Alors je pensais au début chanter, mais finalement je n'ai pas chanté, je vais juste passer des enregistrements. Et donc... voilà, je vais errer au gré des images, des réminiscences de livres lus autrefois, de mélodies comme ça, glanées sur les chemins, ressuscitées par ce sujet, l'errance. Donc je vais errer dans l'errance, et vous avec moi d'ailleurs, et à moins que nous y flânions, à moins que nous y voyagions. Errer, flâner, voyager. Donc l'errance vient c'est pour faire savant, du mot latin iterare. Errant a pris le sens de qui voyage sans cesse, errare, et aller ça et là à l'aventure, et puis faire fausse route, vagabonder, sans but. Et c'est assez amusant qu'un mot qui désigne le voyage à l'origine bascule ainsi dans un voyage sans but, sans fin, l'errance donc. Pourtant, à mon sens, au sens commun, l'errance n'est pas toujours liée au voyage, et elle l'est même assez rarement, à vrai dire. Beaucoup de SDF errent dans les rues de Paris, on ne peut pas dire qu'ils voyagent, dans les grandes mégalopoles. On peut errer dans sa chambre aussi, ou en tout cas être très erratique. La flânerie que j'évoquais tout à l'heure n'a pas nécessairement d'objet non plus, mais ça lui est égal en fait. Le flâneur se balade de fleur en fleur, avec le sourire, et alors que l'errance est toujours associée quand même à une douleur, à une perte, à une quête impossible parfois. Quant au voyage, il s'inscrit généralement dans des espaces et des perspectives plus larges et plus construites. Alors Nipponarium commence par une errance, indiscutablement, et donc je vais vous lire le tout début de Nipponarium. Non, je ne suis pas revenu pour ça, ni pour elle, ni rien. Je suis revenu pour rien. Il le fallait, voilà tout. J'ai retrouvé des choses connues, l'aéroport de Tokyo, le métro, les filles en jupe courte, les salariés tout ça. En ce sens, je n'étais pas perdu. Mais je n'avais plus de lieu. Asuka avait disparu dans les bribes de sa vie. Les autres ne me répondaient pas. J'étais seul au Japon, revenu pour rien, rien qu'une obstination bizarre. Quel con. Mon sac était léger, quelques vêtements, pas d'appareil photo sauf un petit à la ceinture au cas où. C'était le soir, déjà, la nuit même. Il faisait noir, il faisait froid aussi, enfin froid et chaud au gré de mes fièvres. Pourquoi s'enfoncer dans un lit douillet quand on peut marcher au hasard des rues? Je voulais marcher jusqu'à la mer, c'était ça mon idée, marcher jusqu'à la mer, descendre des airs et marcher jusqu'à la mer tel Icare. Un Icare qui aurait appris à atterrir et à marcher sur l'eau par exemple. Je dis ça, comme si j'étais dans le tableau de Bruegel, celui de la chute d'Icare justement. C'est une scène champêtre au bord de la mer. Des gens vont sur leur chemin dans une clarté douce. Mais où est passé Icare? En regardant bien, on finit par le trouver dans un coin du tableau, chutant au-dessus des flots tranquilles, dans l'indifférence générale. Il chute tout seul dans son coin. Personne ne s'est aperçu de rien. Moi j'étais au Japon, Icare transparent. Aller jusqu'à la mer, ça n'était pas si simple. J'avais faim, j'avais sommeil, j'avais de la fièvre, je l'ai déjà dit. Et puis par où passer? Je n'avais pas oublié toutes ces usines, tous ces hangars dressés entre la terre et la mer. Je savais déjà que le rivage est presque inaccessible ici. Je suis sorti à Shinjuku, il y avait du monde, des petits, des grands, des riches, des pauvres, des beaux, des moches, des jeunes, des vieux. Ils allaient tous quelque part, chacun avait un but. Je me suis planté contre un mur, j'en ai choisi quelques-uns au hasard et j'ai essayé de deviner quel était leur but. Je ne veux pas parler du but de leur vie, mais du but immédiat, de leur destination prochaine. Maison, bar, boulot, boutique. Eh bien, rien que ça, qui n'était pourtant pas bien ambitieux, ça n'était pas évident.
J'ai renoncé assez vite, d'autant que le doux ressac de ces vagues humaines avait tendance à m'endormir. J'ai marché un peu comme ça dans le courant. Bon, ça c'est le tout début du roman, et sans transition, nous allons passer à une chanson, Gaspard. Je suis venu à la mort orphelin, riche de mes seuls yeux tranquilles, vers les hommes des grandes villes. Ils ne m'ont pas trouvé malin. Abattant un trouble nouveau, sous le nom d'amoureuse flamme, m'a fait trouver belle les femmes. Elles ne m'ont pas trouvé beau. Bien que sans patrie et sans roi, et très brave ne l'est en guerre, j'ai voulu mourir à la guerre. La mort n'a pas voulu de moi. Suis-je né trop tôt, trop tard? Qu'est-ce que je fais en ce monde? Oh, vous tous, ma peine est profonde. Priez pour le pauvre Gaspard. Alors, le Gaspard, c'était un poème de Verlaine à la base, qui avait été mis en musique par Moustaki, donc chanté par Reggiani. On pense, je crois, que c'était en référence à Gaspard Hauser. Voilà. Donc l'errance est avant tout un exil intérieur, une adaptation au monde. La grande question, c'est ne serait-ce pas le monde lui-même qui est fondamentalement inadapté à l'homme? Pas mal de gens le pensent et considèrent que la société moderne, en individualisant les gens à l'extrême, en détruisant un certain nombre de liens sociaux, des liens primordiaux dans les sociétés traditionnelles, est une vaste fabrique à personnalité schizoïde, c'est-à-dire introvertie, solitaire, sans affect, indifférente aux autres. Freud lui-même est pessimiste sur l'état du monde. Dans une lettre à Lou Andréa Salomé, il précise « Puisque nous ne pouvons considérer la civilisation actuelle, la plus évoluée de toutes, que comme une gigantesque hypocrisie, il doit s'en suivre qu'organiquement, nous ne sommes pas faits pour elle. Il faut abdiquer. » Dans une autre lettre à Marie Bonaparte, il ajoute « Dès que l'on s'interroge sur le sens et la valeur de la vie, on est malade, car ni l'un ni l'autre n'existe objectivement. » Quant à la guerre, selon Freud, la guerre qui est un peu partout autour de nous en ce moment, elle accompagnerait inévitablement la civilisation. L'agressivité de l'homme est si fortement refoulée que périodiquement a lieu un déchaînement de sa nature animale. Enfin, si on peut parler d'animal. Pas d'espoir, pas de justification, pas de promesse non plus. Ce monde est le meilleur des mondes possibles parce qu'il est le seul monde possible, commente Roland Jacquard, qui a donc écrit un livre qui s'appelle L'exil intérieur. L'unique fin de la vie est la vie elle-même. Tout ce qu'on peut espérer, c'est de survivre. La rationalité humaine consiste à faire face au monde inconfortable tel qu'il est et tel qu'il sera. Nietzsche en rajoute une couche quand il affirme que l'homme dionysiaque sait qu'il est impossible de rien changer à l'essence éternelle des choses et que la prétention de remettre d'aplomb un monde sorti de ses gonds est ridicule et infâme. Ces inadaptations, ces exils, ces errances intérieures, qu'elles soient le produit de la société ou celui de parcours très personnels, ont inspiré à nombre d'auteurs quelques textes magnifiques. À mon sens, un des plus beaux d'entre eux est celui de Stig Dagerman, le génial auteur suédois de L'Enfant brûlé et d'autres livres. C'est le dernier texte qu'il a écrit avant de se donner la mort.
Donc là, je cite son texte. « Je suis dépourvu de foi et ne puis donc être heureux, car un homme qui risque de craindre que sa vie ne soit qu'une errance absurde vers une mort certaine ne peut être heureux. Je n'ai reçu en héritage ni Dieu, ni point fixe sur la terre d'où je puisse attirer l'attention d'un Dieu. On ne m'a pas non plus légué la fureur bien déguisée du sceptique, les ruses de Sioux du rationaliste ou la candeur ardente de l'athée. Je n'ose donc jeter la pierre ni à celle qui croit en des choses qui ne m'inspirent que le doute, ni à celui qui cultive son doute, comme si celui-ci n'était pas aussi entouré de ténèbres. Cette pierre m'atteindrait moi-même, car je suis bien certain d'une chose, le besoin de consolation que connaît l'être humain est impossible à rassasier. » Donc après cette introduction plutôt déprimante, je vais enchaîner par un poème d'Aragon, qu'il est tout autant, je suis désolé, mais ça va s'arranger après. Restez, ne partez pas, vous n'êtes déjà pas si nombreux. Et donc il colle, hélas, parfaitement au sujet, et qui a eu le privilège d'être mis en musique par Léo Ferré. Alors normalement ça doit partir là. Voilà. De façon assez légère. Hein. Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et le baiser au loin les suivre. C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table. On faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule. La pièce était tellement drôle, moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du pianola. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et le baiser au loin le suivent. Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage, au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être, et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle ouvrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un navire de Mayence qui n'en est jamais revenu. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? Il est d'autres soldats en ville, et la nuit montent les civils. Remets du rimel à tes cils, Lola, qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur. Ce fut en avril à 5 heures, au petit jour que dans ton cœur, un dragon plongea son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent. Comme des soleils évolus. Donc voilà la version de Léo Ferré, une des premières en fait, hein, qui est assez légère. Il y a une version de Philippe Léotard qui l'est beaucoup moins.
Et une de Jean Ferrat aussi qui est très belle. Voilà. Donc pourquoi avoir choisi cette chanson donc, qui est plutôt triste et en plus qui est aussi un peu longue? Essentiellement parce qu'elle colle au sujet donc, mais aussi parce qu'on y parle de Lola et de Rainer Maria Rilke. Alors nous reviendrons à Lola et à ses sœurs plus tard. On va commencer par Rainer Maria Rilke. Quand Pierre m'a proposé ce thème parmi tant d'autres, alors je précise pour ceux qui n'auraient pas lu Nipponarium qu'il y a quelques passages raisonnablement érotiques, ainsi que pas mal d'humour et beaucoup d'action. Donc c'est un roman parfaitement plaisant à lire, hein. Il n'y a pas que l'errance déprimante, loin de là, enfin j'espère. Donc quand Pierre m'a proposé ce thème funeste, tiens il revient, l'errance, ça m'a fait immédiatement penser à un film de Rainer Maria Rilke que j'avais lu dans ma lointaine jeunesse, Les Cahiers de Malte-Lauritzbridge. Je me souvenais d'une errance décharnée dans Paris qui avait fait écho à la mienne à cette époque incertaine. J'ai relu le livre et j'ai trouvé des correspondances stylistiques avec le mien, du moins au début. Ça m'a fait penser qu'il y avait peut-être une écriture de l'errance, c'est-à-dire l'usage de phrases courtes, d'angles variés sur des choses croisées, une sorte de kaléidoscope rapide des choses vues comme elles surgissent. Donc voici quelques exemples tirés du livre de Rilke. Donc là je cite Rilke. « Dire que je ne peux pas m'empêcher de dormir, la fenêtre ouverte. Des tramways roulent en sonnant à travers ma chambre. Des automobiles passent sur moi. Une porte claque. Quelque part, une vitre tombe en cliquetant. J'entends le rire des grands éclats, le gloussement léger des paillettes. Puis soudain, un bruit sourd, étouffé de l'autre côté, à l'intérieur de la maison. Quelqu'un monte l'escalier. Approche, approche sans arrêt. Et là, et longtemps là, passe. Et de nouveau, la rue. Une femme crie « Hâtez-toi, je ne veux plus !» Le tramway électrique accourt, tout agité, passe par-dessus, par-delà tout. Quelqu'un appelle, des gens courent, se rattrapent, un chien aboie. Quel soulagement, un chien. Vers le matin, il y a même un coq qui chante et c'est un délice infini. Et puis tout d'un coup, je m'endors. Cela, ce sont les bruits. Mais il y a quelque chose qui est ici qui est plus terrible, c'est le silence. Je crois qu'au cours des grands incendies, il doit arriver ainsi parfois un instant de tension extrême. Les jets d'eau retombent, les pompiers ne montent plus à l'échelle, personne ne bouge. Sans bruit, une corniche noire s'avance là-haut et un mur derrière lequel le feu jaillit s'incline sans bruit. Tout le monde est immobile et attend, les épaules levées, le visage contracté sur les yeux, le terrible coup. Tel est ici le silence. J'apprends à voir. Je ne sais pas pourquoi tout pénètre en moi plus profondément et ne demeure pas où, jusqu'ici, cela prenait toujours fin. J'ai un intérieur que j'ignorais. Tout y va désormais. Mais je ne sais pas ce qui s'y passe. Aujourd'hui, en écrivant une lettre, j'ai été frappé du fait que je ne suis ici que depuis 3 semaines. 3 semaines ailleurs, à la campagne par exemple, cela semblerait un jour. Ici, ce sont des années. Du reste, je ne veux plus écrire de lettres. À quoi bon dire à quelqu'un que je change? Si je change, je ne suis plus celui que j'étais. Et si je suis un autre que je n'étais, il est évident que je n'ai plus de relation. Je ne peux pourtant pas écrire à des étrangers, des gens qui ne me connaissent pas. L'ai-je déjà dit, j'apprends à voir, oui, je commence. Cela va encore mal, mais je veux employer mon temps. Je songe, par exemple, que jamais je n'avais pris conscience du nombre de visages qu'il y a. Il y a beaucoup de gens, mais encore plus de visages, car chacun en a plusieurs. Donc Rilke va développer ce thème dans les paragraphes suivants, l'infinité des visages, de très beaux paragraphes. Cet extrait qui se situe dans les premières pages du roman de Rilke souligne des phénomènes communs à l'errance et au voyage. Plongé dans un milieu étranger, en particulier dans un milieu urbain, les sens sont exacerbés, on voit mieux, on entend mieux, les perceptions sont plus aiguës, et toutes ces expériences ainsi que l'isolement relatif dans lequel on est plongé provoquent en nous des changements profonds. Nicolas Bouvier parle de, je cite, « cette fabuleuse dérive du voyage où soi-même, avec quel soulagement, on se sent disparaître ». L'errance urbaine qui inaugure les cahiers de Malte-Lauritzbridge et de mon roman, de Nipponarium, provoquera chez les protagonistes des changements radicalement opposés. Alors que Malte
s'enferme dans une exploration géniale, recluse et totalement solitaire des fantômes de son passé. C'est vraiment un livre à lire et à relire avec beaucoup d'attention et de concentration. Anthelme de Nipponarium croise toute une galerie de personnages avec lesquels il se liera de diverses façons. D'être en être, d'histoire en histoire, dans ce processus, il réinventera la sienne en la liant à celle des autres. D'ailleurs, il faut noter que dès le début, au sein même de son errance solitaire, Anthelme n'est pas insensible à l'appel des sirènes, surtout si elles sont du beau sexe, réel ou imaginaire. Dans ce passage, il est toujours errant à Tokyo en dormant dans les cafés internet. Donc moi, j'ai vécu au Japon, et il se trouve qu'au Japon, il y a des cafés internet dans lesquels on peut dormir, c'est-à-dire qu'il y a des sièges confortables dans lesquels on peut dormir. Des gens, vraiment, ils passent une bonne partie de leur vie. Donc là, je cite un passage du roman. « Ce qui m'a réveillé, je vais le dire, bien que j'ai de sérieux doutes. C'est un baiser. Oui, un baiser. La fille d'à côté a déposé un baiser sur mes lèvres, doux et furtif. Quand j'ai ouvert les yeux, je l'ai vu à côté, concentré sur ses pages, comme si rien ne s'était passé. J'ai refermé les yeux et j'ai fait semblant de dormir. En m'y appliquant un moment, je me suis endormi pour de bon et j'ai à nouveau été réveillé par ces baisers. Je ne savais toujours pas. J'ai recommencé 2 fois, j'ai même cru sentir son parfum sur mes lèvres, entendre des mots d'amour. Au dernier réveil, elle était partie, je l'ai vue payer et disparaître. Ma fièvre était tombée. Il faisait jour dehors et je ne savais pas où aller. Je ne voulais pas affronter les zones industrielles des bords de mer, ni les foules et les incertitudes de la ville, ni les recoins mouillés des parcs, ni les invitations incompréhensibles des quartiers chauds. J'ai pris la Toei Oedo Line, celle qui fait le tour du centre de Tokyo. J'ai choisi un siège bien placé au milieu du wagon, près de la fenêtre, et j'y suis resté. Je suis resté toute la journée sur ce siège. Je ne sais pas si j'avais encore sommeil, mais quelque chose en moi voulait obstinément dormir. Je m'endormais, et j'ouvrais les yeux, je me rendormais, et j'ouvrais les yeux à nouveau quelque part plus tard. À chaque réveil, tout avait changé. Les gens devant moi, à côté de moi, les paysages à l'extérieur. J'observais tout ça pour l'imprimer, froidement, objectivement. Définitivement. Je notais l'heure à l'instant du réveil, le point GPS à ma montre, mais je négligeais l'altitude et la température. Je refermais les yeux avant que tout ça ne bouge trop, et je me rendormais. Je me réveillais encore et ça recommençait. J'ai répété ce manège toute la journée, une partie de la soirée. Ça n'était pas juste pour faire des trucs débiles, je n'avais pas d'endroit, nulle part où aller. Le soir, je suis revenu au café Manga, mais elle n'était pas là. J'ai mené cette vie, donc cette vie d'errance, on est bien dans le sujet. J'ai mené cette vie 3 jours et 3 nuits. J'ai tout noté et pourtant je ne me souviens de rien. Rien que des visages qui se confondent dans leur multitude. Rien que de sentiments de plus en plus profonds, de plus en plus violents, de plus en plus vertigineux d'une perte. J'ai essayé de trouver un sens à tout ça. J'ai relié les points GPS sur la carte. Ils formaient un cercle parfait. Parfait comme le vide, l'absence. Je n'ai pas identifié de personne que j'aurais reconnue parmi les voyageurs croisés au fil des jours. Sauf oui, une fille qui me regardait avec une sorte de pitié tendre, comme elle aurait regardé un homme en larmes, qui sait. J'enchaînais les heures et les rondes avec cette peine sourde, cette indignation secrète, ce vers qui revenait régulièrement au fil des cercles vains, répétés sur tous les tons. Tu me demandes pourquoi j'ai tant de rage au cœur ? Tu me demandes pourquoi j'ai tant de rage au cœur ? Quand le son était trop fort, j'ouvrais les yeux et je m'appliquais à me décrire ce que je voyais, froidement. Donc un peu plus loin, Anthelme vagabonde toujours, mais il est dans de meilleures dispositions. La pluie avait cessé pendant la nuit, je suis sorti à l'aube dans la lumière qui sèche les dernières rosées. Cette force-là, cette joie. J'ai marché au hasard des rues en souriant. Je faisais mon chemin, roi de mon labyrinthe dans l'anarchie urbaine, heureux. Rien de prémédité dans ces architectures qui m'hébergeaient momentanément. Tout était possible. Et je déambulais le long d'un grand immeuble jaune, puis d'un bloc bleu totalement clos, un parking aérien avec un ascenseur à voiture, puis d'une baraque en tôle rouillée à côté d'un immense building aux baies vitrées à peine posées, puis de vieux qui pêchaient le long d'un ruisseau au détour d'une avenue. Tout ça dans une anarchie apaisée, ponctuée par quelques chats qui ronronnaient au soleil. J'ai fini par tomber sur le parc Yoyogi Koen. Cette bonne disposition face à l'univers qui l'entoure va se concrétiser par une rencontre, enfin. Dans ce parc, Anthelme va rencontrer Yoshi, un coureur cycliste avec qui il va se lier d'une très forte amitié.
Et là, il va y avoir le troisième et dernier intermède musical. Et je vais vous demander un effort qui va être celui d'oublier tout ce que nous avons appris sur cette chanson que je vais vous passer et d'imaginer que la belle en question soit une femme. Tu es si belle qu'en te voyant, je t'aimais. Belle que j'aime tant, depuis longtemps, je t'attendais. Souviens-toi du temps où tu venais chaque soir pour me rencontrer. Tu passais si belle que j'en rêvais. Tu le sais, mon ami, je t'aimais. Belle, oh ma si belle, tu t'en allais sans m'écouter. Je t'attendrai pendant longtemps, tu es si belle. Belle que j'aime tant, je t'attendrai en te rêvant. Puis un jour tu passeras près de moi, ma belle, tu viendras. Nous ferons alors, si tu le veux, ce jour-là, le beau voyage à deux. Belle, si tu le veux, nous serons deux, nous serons deux. Belle, si tu le veux, nous serons deux, nous serons deux. Donc c'était le dernier extrait musical. Pourquoi donc avoir choisi cette chanson dans le cadre d'une causerie sur l'errance, une errance japonaise en plus? D'abord parce que c'est une très belle chanson d'amour, je trouve. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé. Et avec un petit effort d'imagination, donc, Belle n'est pas un beau chien blanc, mais une jolie japonaise. Ça peut faire penser au lien qui unit Yoshi, donc le coureur cycliste et nouvel ami de Anthelme, et la jolie et fragile Sakura, son amour d'enfance, égaré dans un monde particulièrement violent, un monde où les femmes, les pauvres et les enfants sont toujours les cibles privilégiées. Donc à la recherche de Sakura, Yoshi et Anthelme vont croiser Takashi, un vieil ermite qui est un benshi. Les benshis sont des gens qui disaient les films à l'époque du cinéma muet. Le frère de Kurosawa était un benshi célèbre. Anthelme aimera brièvement et intensément la belle Natsuko. Natsuko, fille de l'été, Natsu ça veut dire été, et femme des nuits incandescentes donc. Et dans une ultime errance solitaire, il va rencontrer Fuji, un moine qui a vécu en fait en France et qui est revenu au Japon sur le tard. Donc là, c'est vraiment le terme de son errance. Je vais donc vous citer ce dernier extrait, vous dire ce dernier extrait qui est vraiment la fin de l'errance de Anthelme. Je me suis aperçu que depuis mon arrivée au Japon, l'outil GPS de ma montre avait noté des points toutes les heures. La liste était longue et je ne savais pas comment ôter cette fonction. J'en ai pris mon parti, j'ai acheté une grande carte et j'y ai inscrit les points. Je cherchais à tisser des liens entre eux en vain, aucun dessin ne se révélait. Comme je n'avais rien de mieux à faire, j'ai continué à inscrire les points et à tracer les lignes. Je me plongeais dans des livres repêchés ici. J'avais eu la chance de tomber sur Phèdre et Bérénice, de retrouver la poésie de Racine, sa finesse inégalée dans l'évocation des sentiments.
J'adorais ces « hélas » de tragédie et ces fiers « et quoi » que disent les héros. Et ces vers sublimes entre tous, que le jour commence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus. J'apprenais, je déclamais des morceaux entiers. J'avais trouvé un livre de haïku, je l'ouvrais au hasard, je me nourrissais de ces images sensuelles d'où tant de choses pouvaient naître. Le haïku est le lien entre la main et le cerf-volant, m'avait dit un soir une amante. Il peut décrire la beauté de ce dernier, s'attacher aux figures qu'il effectue, évoquer la terre, les nuages et le ciel, ou explorer toutes les lignes de la paume. Le haïku a tout ça en lui, c'est au lecteur de décider. Voir un éclat de lumière sur la rivière, un scarabée qui trottine sur l'asphalte, un sac en plastique qui vole dans le vent, la lune naissante entre les immeubles. J'essayais de me plonger dans les éléments. Je ne savais à quelle profondeur ils pénétraient en moi, mais au moins ils étaient quelque part, comme un souci, une tentation, peut-être une nostalgie. Tout cela n'était-il pas une vaine reconstruction des sensations de l'enfance, aux intensités à jamais perdues? Je m'appliquais cependant, et comme un apprenti parfumeur affine son goût en pouvant identifier, décortiquer, nommer ses sensations, j'avais l'impression de voir un peu mieux le monde qui m'entourait. J'allais souvent dans un petit parc qui surplombait la ville près du zoo de Yokohama. J'y restais le soir pour assister à l'effacement du jour et au réveil de la lune. Je repartais quand elle était bien installée dans le ciel et que les étoiles étaient trop nombreuses. Au bout de quelques jours, j'ai remarqué devant moi un vieux prêtre totalement chauve. Les reliefs de son crâne, bosselé, luisant, ressemblaient à ceux d'une planète abandonnée, à l'astre mort que nous regardions tous les deux. J'arrivais toujours après lui et je repartais sans avoir vu son visage. Il ne bougeait pas. Je suis revenu un soir dans une nuit obstinément noire et j'ai attendu. J'étais seul. Le jour était bien mort mais la lune tardait. Le vieil homme est passé devant moi et m'a dit quelque chose en japonais. Il a repris dans un français sans accent « La lune ne viendra pas aujourd'hui ». J'ai supposé qu'il y avait quand même quelque chose à voir et je me suis perdu dans la contemplation du noir, puis des étoiles que mes yeux fatigués multipliaient vainement. Alors que je m'éloignais, je me suis retourné une dernière fois vers le vieil homme. Son crâne tourmenté luisait dans la pâleur du réverbère. Il avait l'air de flotter au-dessus de son corps, au-dessus de Yokohama, au-dessus de la Voie lactée, comme une lune au réveil tardif. J'ai joint mes mains, je me suis incliné, j'ai disparu. Le lendemain, il pleuvait et il ventait. Yokohama était fouetté par la queue d'un typhon qui malmenait le centre du pays. Le vieil homme était là, à l'abri sous une plateforme de béton. Il contemplait. Je me suis abrité à ses côtés. Sans me regarder, il m'a demandé « Que fais-tu à Yokohama ?» J'aurais pu rire ou pleurer ou chantonner crânement ou prendre un air détaché ou expliquer n'importe quoi. J'ai regardé l'eau qui ruisselait à mes pieds, légèrement honteux. Je lui ai répondu que je ne savais pas, par politesse, mais cette réponse était inutile. « Allons bouffer », enchaîna-t-il. On arrive à la fin de cet exposé, de cette conférence, ou de cette... pour Anthem, le temps de l'errance est terminé. Et donc, mon propos aussi. Cette errance aura mis des gens sur sa route, elle aura même dessiné un visage de femme. Son destin se liera à d'autres personnages. Johannes, qui dit être le Hollandais volant, un marin condamné à errer sur les mers pour l'éternité, et qui l'est peut-être bien, le Hollandais volant. Gog et Magog, deux frères ashkénazes qui ont des entrepôts d'antiquités qu'ils louent pour les tournages et vivent dans un monde flottant entre passé et présent. Anatahan, qui a été ainsi nommé en référence à l'île d'Anatahan, dans laquelle des naufragés se sont battus pour une femme, la femme ultime, et quelques autres personnes encore. Avec l'aide des uns et des autres, cette errance originelle se transformera peut-être en échappée belle, puis en voyage. Là, je vais retourner à Nicolas Bouvier qui dit « Cette planète était bien plus imprévue, surprenante, cruelle, colorée, généreuse que l'image épinalisée que je m'en étais faite. » Et il ajoute « On voyage pour faire apparaître le monde et connaître avec lui de trop brefs instants
d'unité indicible et de totale réconciliation. Anthem, Yoshi, Sakura et Anatahan parviendront-ils à s'extraire des enfermements nippons pour un voyage initiatique où ils feront apparaître un monde aux multiples promesses d'illumination et d'histoire à raconter, nuit après nuit? On le sait, il faut lire le livre pour ça. Mais comme un talisman à l'errance et une bénédiction au voyage, qu'ils se souviennent de ces quelques vers de Hafez. Même si la route est incertaine et l'abri de ta nuit peu sûr, sache que toute route a son terme, que tout voyage a sa fin, ne mange pas ton cœur. Ne mange pas ton cœur. Voilà, c'est fini. Wow. Merci beaucoup Antoine pour cet exposé sur l'errance. Donc c'était le thème que Pierre avait donné. Je voudrais juste présenter, dire quelques mots sur Mauvaise Gloire et sur les livres qui ont été publiés par Sama et qui sont d'auteurs et d'autrices maintenant avec des factures très très différentes. Mauvaise Gloire, ce qui nous a absolument embarqué dans cet ouvrage, c'est la place et la réflexion, le questionnement de l'auteur sur la place de l'homme dans des situations de conflit. 3 conflits, mais Marc l'expliquera, et le rapport de l'homme par rapport à la question de la lâcheté, la question de l'honneur, la question de comment on est dans un conflit, comment on pense être et comment finalement on se révèle être en fonction des rencontres, des situations ou quand on est confronté à un certain nombre de situations. Et en tout cas, en ce qui me concerne, j'en parlais encore récemment cet après-midi à Pierre, je disais il faut trouver un moyen pour que des jeunes, des collégiens, des lycéens lisent cet ouvrage parce que non seulement c'est des théâtres de conflits qu'ils apprennent, enfin en tout cas qui en histoire à l'école, au lycée, au collège, qu'on leur raconte, mais découvrir ces terrains de guerre que sont la guerre d'Espagne, la guerre d'Algérie, puis la guerre en Syrie, à travers le récit d'hommes qui s'y sont confrontés, qui ont été au cœur de ces conflits, ça me paraît fondamental parce que tout à coup, la guerre n'est plus quelque chose qui est mis à distance, qu'on apprend de loin, comme des faits historiques qui appartiendraient à un passé qui ne les concerne pas. Mais tout à coup, il y a forcément l'idée d'une identification à ces personnages. Et puis j'aimerais aussi, Marc, quand tu évoqueras ton ouvrage, que tu parles de la place des femmes dans ton livre, puisque même si c'est des hommes qui partent à la guerre, les femmes ont une sacrée place. Et voilà, et alors pour petite histoire, Marc a dédicacé cet ouvrage à ses filles, qui sont au nombre de 6. Voilà, donc la place de la femme dans la vie de Marc. Dans ma vie est importante. Que tu le veuilles ou pas. Voilà, je te laisse la parole. Merci. Et merci encore Antoine. Je vais être beaucoup moins professionnel parce que je suis un jeune auteur, comme vous l'avez remarqué, et beaucoup moins savant et sans doute un peu plus prétentieux puisque je ne vais vous lire que des extraits de mon livre. Donc Mauvaise Gloire est un livre que j'ai écrit il y a maintenant 8 ou 9 ans, enfin c'est 2010, j'ai commencé à l'écrire en 2016-2017. Le temps passe déjà et c'est un livre qui est inspiré de mon histoire familiale mais qui reste une fiction dans le sens où en dehors des 3 principaux personnages et de leur destinée, tout ce qui est le contenu de leurs aventures est totalement fictif. Donc ces 3 personnages, le premier est un jeune espagnol qui, de manière volontaire, s'engage dans les brigades internationales en 1936 pour défendre la République espagnole menacée par Franco.
Le deuxième est un appelé, jeune homme également, français, qui est appelé à faire son service militaire et éclate la guerre d'Algérie. Et donc il se retrouve embarqué dans ce conflit sans l'avoir voulu et sans conviction particulière. Quant au troisième, il est reporter de guerre et alors lui, de manière tout à fait volontaire, couvre un certain nombre de conflits, les conflits du Moyen-Orient en particulier, et dans le cadre de ce livre, le conflit syrien. Le nord de la Syrie, le conflit dans lequel les Kurdes ont été très impliqués face à l'État islamique. Et ces trois personnages ont un lien, ils sont trois générations successives d'une même famille. Donc c'est un livre qui parle à la fois du besoin de reconnaissance, ce qui a donné lieu à ce titre Mauvaise gloire, c'est-à-dire cette gloire qu'on finit par chercher quand on est impliqué d'une manière ou d'une autre. On le voit à travers ces trois personnages quand on est impliqué dans la guerre, sans forcément que ce soit très glorieux précisément, parce que on sait que dans ces circonstances il y a toujours des moments, de courage et de bravoure, et il y a aussi des moments de lâcheté, voire même de trahison si on veut aller au-delà. C'est en partie le cas du deuxième personnage. Donc ce livre parle de transmission entre les générations, parle de reconnaissance, et c'est un livre aussi qui est très tourné vers une histoire familiale, vers la force de la famille qui permet à ces héros, entre guillemets, de surmonter les différents obstacles et les difficultés, notamment psychologiques, qu'on est amené à affronter quand on couvre les guerres ou quand on y est soi-même participant. Alors la place des femmes, j'ai parlé de trois personnages, de trois héros qui sont trois hommes. Et en réalité, le vrai héros de ce livre, c'est une femme, qui traverse toutes ces époques, qui s'appelle Marie. Et cette Marie, elle est la fille du premier personnage, elle est la femme du second et la mère du troisième. Et donc, elle traverse toutes les époques, de la guerre d'Algérie jusqu'à aujourd'hui, avec une constance permanente, un soutien sans faille à son père, son mari et son fils, et elle est un peu le cœur de cette famille et de cette grande épopée. Voilà, donc je vous propose de vous lire quelques extraits de chacune des époques. J'ai choisi, je crois, à peu près deux extraits par époque. Bon, ça devrait aller assez vite, mais si vous voulez que j'aille plus vite, on n'en fait qu'un. Alors, donc, première époque, le personnage, la guerre d'Espagne, le personnage s'appelle Nicolas. Je ne sais lequel des deux reconnaît d'abord le clocher de Mahora, mais c'est bien la première fois que la vue d'une église les met en joie. Il n'a rien d'exceptionnel, ce clocher, ni d'ailleurs l'église qui, depuis des siècles, le supporte sans ciller. Mais aujourd'hui, vu depuis un camion bâché revenant de l'enfer madrilène, il semble tout à coup investi d'une hauteur nouvelle, d'une douce majesté qui projette sur les hommes épuisés une ombre de bienveillance. Peu s'en faut alors qu'il ne fasse un signe de croix, on n'est jamais à l'abri du pire. Martinez, lui, n'a rien perdu de ses mauvaises habitudes. Incapable de s'épargner un commentaire qu'il juge utile à la cause des brigades, il a, une fois de plus, achevé un plaidoyer critique, un balai dans une main, une pelle dans l'autre, avec la consigne impérieuse de ne les lâcher qu'une fois l'Espagne débarrassée des scories du fascisme, qui recouvrent abondamment le sol de la garnison. Martinez est de corvée. 3 heures à balayer la cour ou à refaire le monde, c'est exactement la même chose, a fait remarquer l'adjudant. Martinez est donc sur le point d'en finir avec sa dernière humiliation quand la colonne de camions franchit dans un fracas de ferraille le portail de la caserne et réduit à néant les efforts du petit bègue. Mierda, 3 heures de boulot, todo par nada. C'est d'abord Louise qui le voit,
Seul au milieu de la cour, traversé par un vent de poussière, les bras en croix d'où pendent le balai et la pelle, Martinez vocifère. Il lève les yeux au ciel dans un déluge de grimaces. Il gueule au complot, hurle à l'exploitation du petit peuple quand il aperçoit à son tour le Mexicain, puis enfin Nicolas. Et la poussière retombe. Martinez, qui a tout étudié, le sait bien. Tout finit par retomber. Les hommes, eux, finissent aussi par se retrouver. Voilà, ça c'est le début. Nicolas et ses compagnons. Un peu plus tard, et depuis la défaite de Teruel, ce qui reste de la 14e brigade s'est replié près de Lérida, où stationnent les troupes en attente de l'attaque décisive. Pour rejoindre son bataillon, Nicolas doit passer par Barcelone. Pendant ces quelques jours de transit en ville, il rencontre un jeune Tchèque, Petr, venu, quoique en dilettante, servir la République en détresse. Parfaitement francophone, Petr manifeste plus de sympathie pour les idées anarchistes que pour la révolution bolchevique. C'est un érudit libertaire. Il se méfie d'instinct de tous les coups tordus montés au nom d'un quelconque nationalisme. Il ne fait pas mystère de son aversion pour Hitler et Franco, mais aussi, et c'est plus rare, pour Staline. Nicolas le considère d'une beauté troublante pour un homme et s'est assez vite laissé séduire par un discours et une élégance dont il est peu coutumier. Petr est une grosse tête et un type bien, a-t-il conclu, et ça n'est pas si fréquent. D'une certaine manière, Petr exerce sur lui la même fascination naïve que Martinez autrefois lors des meetings ouvriers, sans que Nicolas parvienne très clairement à distinguer entre eux des postures pourtant contradictoires. Ce qui au fond l'impressionne chez l'un et l'autre, c'est la force de leur conviction, l'aisance d'esprit et la culture qu'elle suppose, davantage que les idées elles-mêmes. Petr et Martinez sont faits pour s'entendre comme Hector et Achille, mais Nicolas ne pense qu'à les réunir au plus vite. Malgré des sensibilités divergentes, il y a chez eux, il est vrai, quelque chose en commun. Un regard aimant, sans doute, posé sur les hommes et qui leur donne cet air triste et que Nicolas reconnaît. Bon, je n'ai pas choisi les extraits les plus guerriers, mais je vous les laisse les découvrir dans le livre. Nous allons passer à la deuxième partie, donc l'Algérie de Guy, le jeune appelé, qui se retrouve un beau jour embarqué sur un bateau. L'Algérie est une guerre qui a mauvaise réputation. En général, quand les gens parlent de la guerre, c'est toujours à la Deuxième Guerre mondiale qu'ils font référence, celle que nous, Français, avons d'abord perdue, puis que d'autres ont gagnée pour nous, mais ça ne fait rien. La guerre, dans le lexique collectif, c'est celle-ci. La deuxième, avec, comme pour toutes les autres, ses petits moments de gloire, ses grands drames et son dénouement historique. Il arrive aussi qu'on la qualifie de seconde, comme si l'on voulait se persuader qu'il ne peut pas y en avoir d'autres. Tout se mesure à l'origine de 39-45, avant, pendant, après-guerre. C'est une guerre juste, légitime, totale, contre le mal absolu. Et ce qui triomphe du mal ne peut être que le bien. Et le bien, même à deux têtes, mérite considération. Du coup, les guerres qui suivent peinent à trouver leur public. Indochine, Vietnam, Afghanistan, Liban, Bosnie sont des guerres qui sonnent bien, mais n'ont pas l'envergure de la deuxième, c'est normal. Le cas de l'Algérie est encore différent. Ni vraiment juste, ni totale, c'est une guerre qui oppose un peuple en partie divisé à une armée partagée aux convictions douteuses. Le type même de guerre dont l'histoire immédiate ne sait quel vainqueur retenir. Ni quel camp approuver, tant les méthodes furent contestables. C'est rare, mais c'est parfois le cas des guerres de décolonisation. Il y a une part de honte à y avoir été mêlée, alors on évite d'en parler, on préfère oublier. L'Algérie, c'est la guerre de Guy, mon grand-père. Elle est absente de la mémoire familiale, non documentée, sans commentaire. On lui préfère la résistance ou même l'Espagne de la génération précédente. Lui, pourtant, en tire une fierté discrète. Guy n'est pas un homme extraverti, il n'est pas dans ses habitudes de pavoiser, mais qu'on ait mis tant de temps et si peu d'enthousiasme à reconnaître son statut d'ancien combattant le chagrine. Il trouve ça injuste. Après tout, lui aussi s'est battu pour la France, pour la République, ou du moins s'est-il battu en son nom. Extrait suivant, un peu plus tard. Arrivé à Marseille, il embarque sur le Ville d'Oran. C'est un grand et beau paquebot surmonté d'une cheminée rouge, et bien qu'il n'y ait pas de piscine à bord, la traversée a des allures de croisière. Le bateau a été réquisitionné pour la troupe, mais il y a aussi quelques passagers civils.
Les membres d'équipage sont habillés tout de blanc et Guy, dont c'est le premier voyage en mer, est très intéressé. Il observe avec une grande curiosité la mécanique ingénieuse qui propulse l'énorme bâtiment. Il se demande surtout comment une telle masse peut flotter quand il doit, lui, faire tant d'efforts pour nager. Il fait assez beau pour flâner à bord. La mer est calme. Nous sommes le 11 avril 1955. La Méditerranée lui semble finalement aussi paisible que le lac du Bois de Boulogne et il va comme un enfant de pont en pont à la découverte d'un monde nouveau. Marie s'empresse de confirmer. Elle vient de quitter le canapé pour se saisir d'un nouvel album de photos qu'il conserve dans le petit placard surchauffé de l'entrée et elle nous montre celle-ci. Guy est accoudé au bastingage à la proue du Ville d'Oran. Il porte un pantalon de treillis, une chemise de la même confection et un calot sur la tête. Il sourit, sa lèvre supérieure, rehaussée par l'expression d'un bonheur timide, cache en partie sa fine moustache. Il a l'air heureux. Derrière lui se dessine une ville impeccable, Alger la Blanche, si pure, si parfaite, qu'on pourrait croire à un décor. Dans quelques minutes, il sera sur le sol africain. Voilà. Troisième. Juste avant que tu ailles au troisième, tu peux nous expliquer quel est le procédé d'écriture en fait? Alors, oui, bien sûr. Il y a un procédé que tu as mis, Qu'on découvre là, mais sans explication, c'est un peu compliqué. Le procédé qui est un petit peu complexe est que chaque personnage et le narrateur de chaque histoire est le petit-fils ou la petite-fille du personnage. C'est-à-dire que Nicolas, qui est le premier à partir en Espagne, est raconté par son petit-fils Manuel. Guy, le deuxième donc, dont on vient de parler en Algérie, est raconté par sa petite-fille Salomé. Et enfin, Manuel, le troisième, sera raconté par Arthur, son petit-fils. Donc là, et la particularité de la guerre d'Algérie, c'est que, en effet, Salomé, donc la petite fille qui est la narratrice, a recueilli des informations sur son grand-père à l'occasion d'une espèce d'interview familiale, comme on le fait parfois, à laquelle Marie, donc ce personnage transverse et féminin, assiste. Et Marie, évidemment, se mêle de tout. Elle intervient à tous les moments. Elle finit par savoir l'histoire de Guy mieux que Guy lui-même. Alors, donc troisième récit, la guerre de Syrie, la guerre des Kurdes contre Daesh, avec Manuel le reporter. Cela faisait longtemps qu'il projetait ce voyage, aller en Syrie. Prendre des risques, braver les interdits, la guerre, l'inconfort de la classe éco et l'hostilité des djihadistes pour se rendre en Syrie. Y aller ensemble, enfin, après tant de tentatives avortées. Une fois c'était Manuel, une autre fois Anne, une fois encore c'était Jean, leur ami chirurgien. Il y avait toujours un obstacle, une bonne raison pour renoncer. L'un était occupé, l'autre indésirable, ou bien leurs agendas restaient inconciliables. Ils n'avaient jamais réussi à monter dans un même avion pour aller là-bas. Cette fois-ci, les conditions étaient réunies. On était parvenu à rendre concret un modèle si longtemps théorique. Anne, Manuel et leur ami Jean s'en vont en guerre, comme ils l'avaient fait déjà et maintes fois auparavant, mais jamais ensemble, jamais tous les trois. Les préparatifs réduits comme d'habitude aux strictes considérations matérielles, Manuel avait convoqué toutes ses filles pour un dîner d'adieu. Il est rare qu'ils prennent ce genre de disposition et je me souviens d'une soirée funeste, ponctuée de photos souvenirs qu'on déteste faire, mais qu'on fait quand même pour ne pas regretter au cas où. Pour ce que j'en sais, Anne, elle non plus, ne s'attarde guère en préparatifs ou en sentiments. Rompue à toutes les contingences, un jour au théâtre, un autre au concert, un troisième en tournage, elle est toujours prête à partir. D'ailleurs, c'est un peu devenu pour elle comme une seconde nature, partir, changer de vie, dans la limite du réversible. Mais toujours avec la même assurance et ce même passeport, son fameux acronyme. Anne, bien sûr, c'est Anne-Cécile Bernstein-Brunel, ACBB. Signe de leur intimité, Manuel l'appelle ainsi, Anne, et tout le monde autour de lui, même Marie, qui est devenue une irréductible groupie, parce que, comme Anne, elle est née un 5 novembre,
Tous les proches de Manuel, par conséquent, ont pris cette habitude étrangement familière. Ni à ses bébés, ni Anne-Cécile, ni même Anne C. Anne, c'est suffisant et sans accessoires inutiles. Dernier extrait. Un peu plus tard, au Kurdistan. Sinon, la société kurde est bien organisée, en 2 catégories parfaitement complémentaires. Une part des femmes et des hommes est vouée à faire des enfants pour les besoins du contingent militaire. L'autre part, le contingent, sert alors à défendre les premiers, si bien que le système s'auto-entretient par générations successives, sans autre finalité que de survivre, et qu'à la fin, on ne sait plus qui fait la poule et qui fait l'œuf. Pour éviter toute tentation de se distinguer d'ailleurs, tout le monde est prié de s'appeler Aval. Aval, c'est le camarade version kurde. La dernière fois que Manuel est passé par ici, Aval Nouda l'a baptisé par fantaisie Aval Macron. Ça a fait rire certains de ses pensionnaires de la villa, jusqu'au moment où on a bien compris, en le voyant débarquer au petit déjeuner 2 heures après la troupe, qu'il ne méritait pas d'être avalisé. Mais comme il réclame et parfois même exige d'être conduit au front pour photographier, les hommes du YPG et les femmes du YPJ, le YPJ c'est la part des Kurdes, eux-mêmes séparés en 2 armées, pardon. Voilà ce que c'est que de dévier du texte. Je disais donc, les hommes du YPG et les femmes du YPJ, c'est la part des Kurdes, eux-mêmes séparés en 2 armées sexuellement distinctes chargées de protéger ceux qui font des enfants, ont assez vite, et malgré leurs vœux d'indifférence sentimentale, éprouvé de l'affection pour Manuel. Il a gagné, chose rare dans ce paradis collectiviste, le statut provisoire d'individu. Naturellement, à cette heure-là, Jean est déjà aux petits soins du matin. Il a cédé le brancard aux blessés qui défilent à l'infirmerie et attendent du docteur John le miracle quotidien de la médecine occidentale. Le bon docteur donne bien volontiers sa consultation. Il tâte, observe, palpe, questionne, se gratte la barbe et déclare « Non, il n'y a rien à faire, ça va guérir tout seul, faut attendre ». Déception, incompréhension, ça fait des semaines déjà qu'ils attendent, qu'ils souffrent, qu'ils espèrent. Combien de temps ? Entre 3 et 6 mois, peut-être 1 an. Anne s'impatiente. Son échelle, ce n'est pas le mois, ni la semaine, ni même le jour, c'est l'heure. Manuel l'a pourtant prévenu. Il faudra se fondre dans les longueurs de la médecine de guerre et du temps kurde pour ne pas attirer l'attention. Des cellules djihadistes soutenues par les Turcs infestent encore la région. On aimerait mieux ne pas les alerter et moisir 6 mois dans une cave humide. À tout prendre, on préférerait même un tir de mortier ou encore un bon coup de surin pour en finir au plus vite. Martyriser une fois pour toutes, assassiner sans y penser pour soulager les ulcères. Mais avec une star au nom douteux, un médecin juif assumé et un reporter zélé dont la fille aînée s'appelle Salomé, c'est loin d'être gagné. Il se pourrait que ça dure, qu'on les prie de mourir sans bruit pendant un moment long et franchement désagréable. Voilà ce que Manuel voudrait éviter. Jean, lui, n'est pas très sensible au principe d'agonie, il n'y pense pas, il entretient plus volontiers un rapport radical à la fin. Marc, donc, dis-moi si je me trompe, au départ, tu es ingénieur. Je suis ingénieur dans le nucléaire. Voilà. Et puis après, je ne sais pas comment, d'ailleurs ça serait intéressant que je l'apprenne, que nous tous on l'apprenne, Marc est devenu grand reporter de guerre, qu'il est toujours réalisateur et reporter de guerre, réalisateur de documentaires et photographe de guerre. Réalisateur de documentaires et photographe. Alors qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture ? Pourquoi ? Est-ce que ça a été le premier livre ? Non, c'est le 2e livre en réalité que j'ai écrit. Mais j'avais l'habitude, ce qui m'a amené à l'écriture, c'est une très longue histoire, moi je ne suis pas sûr que ça passionne tout le monde, mais je suis... Non, pour remonter loin dans l'histoire, quand j'ai quitté mon job d'ingénieur et qu'un beau matin, parce que je m'ennuyais et que la photographie était une passion de toujours, j'ai décidé, donc je me suis institué un matin de janvier 1992 photographe. Pas de guerre au début, ça s'est arrivé plus tard.
il se trouve que j'ai eu l'opportunité de faire un long voyage en Afrique et qu'une revue a accepté de publier mes photos. En tout cas, a été intéressée par mes photos et m'a demandé si j'étais capable d'écrire un texte. Je n'avais jamais rien écrit de ma vie, donc j'ai dit je veux bien essayer. Donc on m'a demandé d'écrire une page, j'ai écrit une page, on m'a dit oh bah oui ça devrait aller, allez-y, écrivez l'article. J'ai écrit cet article qui faisait pas plus de 10 pages, avec les photos naturellement. Et il se trouve qu'on m'a beaucoup félicité pour mon texte et pas du tout pour mes photos, donc j'ai été très fâché, très contrarié, parce que moi je me veux toujours un photographe. Et voilà, donc bon, je me suis dit, en tout cas, j'ai cette capacité à écrire quelque chose. Et donc de fil en aiguille, j'ai continué à travailler de plus en plus pour la presse, et donc de temps en temps à écrire des articles. Voilà, et en général, ça se passait bien. On m'a jamais reproché mon écriture, même si on m'a reproché des photos, mais pas d'avoir écrit. Donc j'ai continué à écrire, à faire du journalisme, ce que je n'aime pas beaucoup, mais pourquoi pas. Et puis voilà, en 2014, à la suite d'un événement un peu personnel douloureux, aidé par ma sœur qui est une littéraire, elle m'a dit mais écris, pose-toi, écris. Et donc je me suis décidé à écrire un premier livre à l'attention de mes filles, un livre qui s'appelle Papa est en vacances, qui raconte pour mes filles qui me croyaient toujours parti en vacances dès que je prenais l'avion, alors que je partais sur des zones de conflit, pour qu'elles sachent un peu ce que je faisais, qu'elles en sachent davantage. Donc j'ai écrit ce livre et puis ça m'a pris, ça a été assez rapide, je l'ai commencé à l'automne 2014 et j'ai mis le point final le vendredi 13 novembre 2015, au moment des attentats du Bataclan à Paris. Parce que ce jour-là, j'ai eu le sentiment que la guerre était chez moi. Et je me suis dit, ça n'a plus de sens que j'écrive ce livre. Il est arrivé à son terme. Et donc dans la nuit du 13 au 14, j'ai terminé ce livre, j'ai mis un point final. Je l'ai imprimé en 5 exemplaires. À l'époque, je n'avais que 5 filles et je leur ai donné à Noël. Et on en est resté là. Et puis quand même, ça m'a démangé. Et quelques mois plus tard, un an plus tard, je me suis dit, bon allez, peut-être je devrais écrire quelque chose qui soit un vrai livre autre qu'un récit de mes propres aventures, quelque chose qui soit une fiction, parce que comme je connaissais j'avais envie d'écrire ce livre sur mon grand-père notamment, sur la guerre d'Espagne, mais comme mon grand-père comme mon père ont été extrêmement discrets, plus que discrets, mutiques, pudiques, et donc je ne savais rien de leur vie, donc je me suis dit la seule solution c'est d'écrire un roman, je vais inventer ce que a peut-être été leur histoire. Et donc je me suis mis à ma table et j'ai écrit Mauvaise Gloire. Voilà. Et tu as écrit d'autres ouvrages? Et j'en ai écrit un troisième, qui n'est pas encore tout à fait terminé. Enfin, il est terminé, mais je suis en phase de relecture et de correction, qui va s'appeler Plainte pour X. X étant le personnage principal, c'est une histoire d'amour, c'est une femme, qui fait beaucoup souffrir le narrateur, et donc d'où le titre Plainte pour X. Voilà, mais ça, il est un peu tôt pour en parler. Tu souffres encore un petit peu. Oh, ça va mieux. Mais j'ai beaucoup souffert. Et toi, Antoine, pourquoi Nipponarium, c'est ton premier roman? Oui, alors en fait, pourquoi j'ai écrit, j'en sais rien, à vrai dire. Mais Nipponarium, ça s'est fait donc il y a une quinzaine d'années, en 2 mois. C'est un livre écrit très rapidement. Et donc à l'époque, j'avais passé 3 mois au Japon et j'avais très envie d'y retourner et je ne pouvais pas pour diverses raisons. Et donc j'ai mis en scène des gens qui voulaient en sortir alors que moi j'avais envie d'y retourner. C'est l'histoire du château assiégé, ceux qui sont dedans veulent en sortir, ceux qui sont dehors veulent y rentrer. C'est exactement ma situation. Voilà. Après, je n'ai pas accordé plus d'importance que ça à ce livre. J'avais fait des photos et donc j'avais un projet plus général où le livre faisait partie. Donc voilà, il a traîné dans un tiroir jusqu'à ce qu'il ressorte maintenant. Après, j'ai passé pas mal de temps à Nagasaki
qui est une ville vraiment que j'adore, dans laquelle j'ai eu le sentiment, en y allant pour la première fois, de revenir dans une ville que je connaissais déjà. Donc j'ai un rapport très spécial à cette ville. J'ai eu un peu ça à Odessa, mais Nagasaki c'était beaucoup plus... Toi aussi? Oui, mais je ne savais pas qu'on n'a jamais eu cette discussion à propos d'Odessa. Et donc, mais Nagasaki c'était très fort. Et Nagasaki évidemment soulève des questions particulièrement aiguës sur la vie et la mort, quoi, hein. Donc c'est vraiment Thanatos, Eros, comment on passe des cris de douleur aux cris de plaisir où la vie peut apparaître. C'est quelque chose dans ce champ-là. Et là, c'est un livre que j'écrivais que quand j'étais à Nagasaki. Donc j'étais sur une période de quelques années, mais à chaque fois sur des visas touristes, donc 2-3 mois. Et quand je revenais à Paris, je ne l'ouvrais même pas. Vraiment, c'était une écriture assez particulière. J'étais absolument pas... je ne savais même pas ce que j'avais écrit, quoi. Et à chaque fois que je retournais à Nagasaki, j'écrivais tous les soirs au Starbucks. Et voilà. Donc ça, c'est un livre plus gros, vraiment plus ambitieux, avec encore plus de personnages. Voilà. Je me suis aperçu en faisant, finalement, en écrivant, que mon livre de référence... enfin, ma Bible, en fait, pendant des années, qui n'était aucun des ouvrages cités, mais qui était donc Les Mille et une Nuits, finalement, mon style d'écriture est assez proche de ce système-là. J'adore les histoires qui s'enchevêtrent, des personnages qui se définissent, non pas par leurs vêtements, comme une question qui m'a été posée il n'y a pas longtemps, mais par leurs histoires ou éventuellement la façon dont ils sont nommés. Voilà, donc pourquoi j'écris, j'en sais rien, mais j'aime bien. En tout cas, je ressens pas. Je ressens pas. Il y a quelque chose de jubilatoire dans le fait d'écrire. Je ressens pas du tout l'angoisse de la page blanche ou des trucs comme ça. Je suis très indifférent à ce qu'on pense. Alors, je suis content quand on aime vraiment, mais globalement. Je m'en fous. et donc, pour moi, c'est un espace de liberté complet, l'écriture. À un moment, j'ai travaillé un peu dans le cinéma. Il n'y a rien qui est libre dans le cinéma. Tout est lié vraiment à des moyens très lourds. Et écrire des histoires qui valent la peine dans le cinéma, c'est aussi séduire voilà, tout un tas de gens qui ne sont pas trop sensibles à ce genre de trucs. Donc voilà, pour moi c'est un espace de liberté, j'aime bien. Mais tous les deux, finalement, vous avez publié l'un comme l'autre dans la presse, soit des photos, soit des textes, hein, ouais. Aussi Antoine, pareil. Ouais. Donc vous avez déjà été lu par tiers. Là, finalement, ces deux ouvrages, c'est vos premiers livres, à chacun votre premier livre publié. Qu'est-ce qui fait différence? Qu'est-ce qui est différent dans l'idée de... Toi, tu dis, bon, finalement, c'est un espace de liberté, mais quand naît l'objet livre, quelle est la différence? Tu commences, je commence. Je vais commencer, je vais répondre. J'ai le même argument, c'est une liberté absolue. Moi je fais des films, alors c'est du documentaire, c'est encore plus contraignant que la fiction, mais le cinéma, qu'il soit documentaire ou fictionnel, c'est un travail d'équipe, c'est une œuvre collective. Personne quasiment ne peut faire un film seul, enfin c'est impossible. Donc il faut composer avec les autres, on est dans le compromis en permanence. Même la photographie, quand on fait de la photo de presse, ce qui est mon cas, on doit répondre à un cahier des charges. Et en plus, on a une espèce de devoir moral, d'éthique, de témoignage et d'avoir un minimum d'objectivité, même si c'est compliqué, même si je revendique une certaine subjectivité, mais malgré tout, on s'inscrit quand même en général dans des événements historiques qui couvrent des conflits. Donc on ne peut pas se permettre n'importe quoi. La littérature, c'est fantastique, c'est un espace de liberté absolue. Tout est possible, tout est permis. Et donc, moi, j'ai découvert ça avec mauvaise gloire, parce que mon livre précédent était plus un récit de mes aventures. Donc, récit, en plus des extraits de mes carnets de voyage. Enfin, donc, c'était un procédé totalement différent. Je n'avais pas eu cette sensation de liberté au point où je l'ai dans Mauvaise gloire, ou dans le suivant. Enfin, le roman, c'est la fiction littéraire,
quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, moi j'ai envie de continuer à écrire pour m'offrir cette espèce de liberté. Ouais. Alors, ouais, pour répondre donc plus précisément à ta question, je suis un peu éloigné, pardon. Voilà, le fait d'être publié, finalement d'être édité, en fait, honnêtement, c'est pas quelque chose que je recherchais spécialement, mais le fait de l'être, ça m'a finalement beaucoup plus que je l'imaginais. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un espace de communication avec pas mal de gens. Ça, c'est vraiment chouette. Et par ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est qu'on s'aperçoit que le livre appartient absolument au lecteur. C'est-à-dire que chacun peut avoir des sensations, des perceptions, des avis, des interprétations du livre, mais totalement différentes, et qui parfois correspondent d'assez loin à celles que l'auteur avait en tête. Mais ça, c'est vraiment intéressant. Donc c'est une sorte d'objet vivant. Plus vivant que, évidemment, si ça reste au fond d'un tiroir, comme c'était le cas pendant pas mal de temps. Voilà, donc oui, c'est chouette. En plus, vraiment, c'est pas pour te jeter des fleurs, mais j'adore cette édition précisément, c'est-à-dire l'objet de ce livre tel qu'il est édité là. Il y en a beaucoup qui sont hyper moches dans les éditions contemporaines, avec des graphismes tous plus vilains que les uns que les autres. J'adore ce côté... Voilà, un beau papier, et juste, on rentre dans l'histoire, on rentre pas dans l'histoire, mais voilà. C'est un objet vivant, enfin, contrairement justement à un film qu'on voit une fois à la télé qui disparaît ou au cinéma pendant 15 jours, ou un article de presse qui est consommé dans la semaine, le livre a une durée de vie quasi illimitée. Ça c'est fantastique. Et puis l'objet, moi je suis d'accord. Je suis d'accord sur tout d'ailleurs. Antoine. En fait, l'objet est magnifique, je le trouve très beau. Ça a été. Et c'est quand même une grande satisfaction d'avoir ça, quoi. Enfin, je veux dire.